For the next meeting, I will speak in French, so you can put your headphone if you can only speak in English. Je vais vous parler en français parce qu'en fait, ce sont des locaux. Ils sont tous de l'INSEP. Et pourquoi ils sont des locaux? Vous allez voir, ils ont même la chance d'avoir 45 minutes de conférence, donc on voit que c'est les chouchous. Mais bon, ils ont une question pas forcément évidente à répondre. La question qu'on leur pose, c'est la psychologie du sport, quel avenir? Voilà, bon courage, je pense que 45 minutes, ce sera pas mal. Veuillez, s'il vous plaît, applaudir très chaleureusement Lise Anouri-Sigetti, psychologue clinicienne à l'INSEP, Sylvie Talmont, entraîneur national de la Fédération française d'handisport, et Uri Stansman, entraîneur national de la Fédération française de taekwondo et des sports associés. Sous vos applaudissements, merci. Pour commencer, je me suis dit que ce serait bien qu'on puisse faire aussi, nous, un petit point sur ce qui s'est passé à Tokyo, que ce soit pour les Jeux Olympiques ou les Jeux Paralympiques. Peut-être déjà commencer avec Anaëlle et moi, du coup, sur ce qui a été mis en place au niveau psy, à la fois sur différents aspects. Tu vas nous faire part un peu de ton témoignage. Ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau psychologique, il y a une ligne téléphonique, en fait, une astreinte téléphonique qui a été mise en place pour que les sportifs puissent nous appeler, donc que ce soit au niveau, et bien sûr, olympique ou paralympique, à n'importe quel moment, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en cas d'angoisse, de problématique. En fait, quel que soit le sujet, ils pouvaient nous joindre. Étant donné le décalage horaire, on a mis ça sur une amplitude large, évidemment. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte finalement, c'est que les sportifs vont surtout se tourner vers les personnes avec qui ils ont l'habitude de travailler, ce qui paraît assez logique, et que finalement, cette ligne téléphonique, elle a été là, et c'était déjà une bonne chose qu'il y ait quelque chose mis en place, mais finalement, les sportifs nous ont joints directement. Je pense qu'Anaëlle, tu nous diras également la même chose, mais donc on se rend compte que finalement, tout ce travail de confiance et ce travail approfondi qu'on fait en amont au quotidien avec les sportifs, c'est ça qui est important. Et c'est cette continuité-là qu'on aimerait voir en fait aux Jeux, qu'ils soient olympiques ou paralympiques. Évidemment, quand je parlerai des Jeux, ce sera pour les deux. Et ce travail de fond qu'on fait au quotidien, qui puisse être dans cette continuité-là et en lien toujours avec le sportif et sur le terrain. Anaëlle, peut-être tu peux compléter sur... Oui. Déjà, merci pour l'invitation, pour partager. Peut-être même pour mettre les choses de manière encore plus macro en perspective, par rapport à l'accompagnement des athlètes olympiques et paralympiques, il y avait aussi eu des demandes de certains athlètes pour qu'on puisse être présents pendant les Jeux. Ce qui au final n'a pas été réellement possible par rapport au nombre d'accréditations, notamment par rapport à la situation Covid. Et donc du coup, avec les collègues du médical, donc pour vous expliquer un petit peu aussi, on a à la fois des collègues, des psychologues cliniciens au médical et également au pôle performance. Et donc du coup, il y a différentes interactions qui sont mises en place déjà depuis un certain nombre d'années. Donc ce qu'on a souhaité proposer, c'est, on va dire, une continuité de service pour l'ensemble des athlètes. Donc moi j'étais présente au début des Jeux et j'ai dû partir avant que ça commence, donc j'étais avec l'escrime. Et donc cette ligne a permis à certains athlètes justement qui étaient dans le besoin, que ce soit au niveau de la performance ou que ce soit au niveau d'un soutien psychologique, de nous solliciter sur en effet une amplitude horaire assez large. Et ce qui est ressorti, c'est que les principales demandes étaient de la part d'athlètes qui avaient déjà travaillé avec des psychologues, ce qui en effet paraît logique. C'est-à-dire qu'appeler un numéro quand vous ne savez pas qui exactement il y a au bout du fil et avec qui vous n'avez jamais travaillé, c'est une démarche qui est délicate. Déjà, faire une démarche d'accompagnement, qu'elle soit d'un point de vue clinique ou qu'elle soit d'un point de vue accompagnement à la performance, ça commence à rentrer dans les mœurs en France, mais c'est encore quelque chose de récent. Donc voilà, c'était vraiment plus le lien direct qui a fonctionné. Et puis il faut savoir qu'en France, on a les bilans psychologiques qui font partie du SMR, donc du suivi médical réglementaire. Et finalement, ces bilans psychologiques permettent aux sportifs déjà de rencontrer le psychologue, de savoir où il se trouve, de le connaître, d'échanger avec lui. Et finalement, c'est un premier lien qui nous semble aussi indispensable parce que c'est à partir de là, souvent, que les suivis vont découler et qu'une vraie construction, finalement, de confiance aussi va s'installer. Donc, c'était un petit aparté sur cette particularité, mais je pense que beaucoup de nos suivis ont découlé de ces premiers bilans
qui nous identifie et qui permet aussi aux sportifs de voir ce que c'est, de se sentir en confiance et de voir qu'il y a à la fois un travail en confidentialité et aussi en lien quand il y a besoin, et on encourage ça avec le terrain et les entraîneurs. Peut-être en tant qu'entraîneur, justement, vous pouvez nous faire part aussi de votre expérience à Tokyo et sur peut-être ce qui vous a manqué en termes de psychologie ou pas, d'ailleurs. On vous laisse... Moi, en para-taekwondo, c'était surtout un accompagnement à la perf parce que c'était très particulier. Il y avait beaucoup de paramètres qui étaient nouveaux puisque c'était la première fois qu'on était une discipline paralympique et il y avait beaucoup de choses qui étaient novatrices, nouvelles. Donc, il fallait pouvoir énormément s'adapter. Et pour les athlètes et le staff, c'était extrêmement challengeant et il fallait... pouvoir répondre à beaucoup de situations très nouvelles. Donc ça, c'est sûr que pour Paris 2024, on mettra en place un suivi de la perf, de manière beaucoup plus étroite et dans une logique vraiment de co-construction pour justement pouvoir répondre aux situations nouvelles qui sont systémique dans ces grands enjeux. Voilà. Alors moi, je suis athlétisme handisport, hein, donc j'allais dire la ligne téléphonique, j'allais dire, il n'y a pas eu beaucoup de communication faite là-dessus, donc ça veut dire que les athlètes n'étaient pas forcément au courant qu'ils pouvaient joindre quelqu'un. Et quand ils ont eu besoin de joindre quelqu'un, ils ont joint les personnes avec qui ils travaillaient au quotidien. Voilà, je pense que c'est important aussi de pouvoir communiquer avec quelqu'un en qui on a confiance. Je veux dire, on met une ligne téléphonique en place, on ne sait pas qui y a au bout du fil. Même nous, entraîneurs, on ne sait pas non plus qui y a au bout du fil. Moi, je sais que des athlètes travaillent avec Annabelle. Moi, je travaille avec Lise. Voilà, moi, je sais à qui je fais confiance et je sais aussi que mes sportifs, ils savent aussi vers qui se tourner. Donc là, si on n'a pas connaissance avant et si on n'a pas rencontré les personnes avant, je ne vois pas comment on peut établir, j'allais dire, un lien sérieux, quoi, parce que, j'allais dire, on est en recherche de performance, mais comme l'a dit la dame avant, à Tokyo, c'était quand même très particulier sur la gestion du Covid, faire des tests tous les jours, essayer de pas attraper le virus. Enfin, c'était vraiment très, très compliqué émotionnellement, en fait. Donc, il y a tous ces paramètres-là qui se sont ajoutés à une compétition déjà importante en soi, puisque les jeux c'est le summum pour tout le monde, mais alors en plus, les jeux avec la Covid, c'était encore plus particulier, quoi. Donc, voilà. Après, je vais peut-être pousser une petite revendication, parce que là, j'allais dire, nous, on travaille, on a la chance, nous, d'être à l'INSEP, donc on peut travailler dans de bonnes conditions et être accompagnés, nous, au quotidien. Mais là, j'ai ma casquette de coach perso, mais j'ai aussi une casquette de coach entraîneur national. Et là, nous, on se bat aussi au quotidien pour justement avoir cet accompagnement psychologique et préparation mentale au sein de la fédération. Et quand on nous dit qu'on n'a pas de budget pour avoir quelqu'un qui nous accompagne, voilà, pour nous, ça devient de moins en moins entendable, quoi. Donc j'espère qu'en préparant Paris 2024, on va pouvoir mettre ça en place et il faut le mettre dès maintenant, quoi. Nous, en athlétisme, on a les championnats du monde à Paris en 2023 et ce serait bien qu'on soit accompagné déjà à ce moment-là. Et j'espère. Fortement. Donc effectivement, ce qu'on constate, c'est qu'en tout cas, il y a du manque. Il y a des choses qui essayent de se mettre en place. Cette ligne téléphonique, elle était là et c'était très bien aussi qu'elle soit là. C'était évidemment insuffisant. Il y a aussi le contexte du Covid qui a fait que c'était compliqué de faire peut-être plus. En tout cas, mettons ça aussi sur le contexte sanitaire. Maintenant, comme on disait, on a la chance que les Jeux prochains soient à Paris, mais je pense qu'il faut aussi voir plus loin pour Los Angeles et pour la suite. Paris, ce sera peut-être plus facile pour nous d'organiser les choses puisqu'on est sur place. Mais voilà, je pense que la vraie question qu'il faut pouvoir se poser, c'est
qui va prendre parti pour intégrer finalement les psychologues au staff, pour les intégrer, comme on a vu dans les présentations précédentes, finalement ça fasse partie intégrante de la préparation, comme on intègre aussi la préparation physique, la récupération avec les kinés, le médecin, et qu'en fait le psychologue ne soit pas juste une option de on enlève un kiné et on met un psy, mais du coup c'est embêtant parce qu'il y a moins de kinés, mais qu'en fait on soit intégré à juste titre et de la même façon que les autres. Donc voilà, qui prendrait en tout cas cette responsabilité? Est-ce que c'est les fédérations? Est-ce que c'est plus large? En tout cas, c'est une vraie question qu'il faut se poser, et je pense que quoi qu'il arrive, il faut que les choses soient organisées en amont, évidemment, continuer tout ce travail en amont et le retranscrire sur les Jeux et sur les événements majeurs, d'ailleurs, pas que les Jeux Olympiques, mais sur les événements majeurs. C'est vrai que toi, par exemple, Anaëlle, tu as pu suivre certains sports, donc le travail, évidemment, se fait en amont. Et dans la poursuite, peut-être qu'il y a eu aussi un peu de frustration de s'arrêter au stage préparatoire. Enfin, je ne sais pas comment tu as vécu les choses. Ce serait intéressant après d'avoir l'avis de Cécilia là-dessus. Je pense en effet que le travail, il se fait en amont, tu as tout à fait raison, il se fait sur une Olympiade ou au moins une année avant pour construire les choses, que ce soit avec l'athlète, que ce soit aussi le lien avec l'entraîneur. On va en parler aussi demain, et c'est quelque chose qui est primordial, de pouvoir venir sur les terrains, de mieux se rendre compte de quels sont les besoins, quelles sont les forces, quels sont les axes de travail, et de pouvoir aussi intervenir directement. Et en effet, ce qui a été challengeant, alors du coup je bascule un peu sur les Jeux en lien avec l'escrime, c'est le fait que je pense que le contexte a été particulièrement stressant pour les athlètes. Avec les athlètes paralympiques, j'ai senti encore plus de stress par rapport à la gestion de l'incertitude, et beaucoup plus d'appréhension aussi de contracter la Covid plus que d'autres athlètes. Et puis il y a eu aussi tous les changements au niveau fédéral qui ont généré aussi beaucoup d'incertitudes au niveau des staffs, avec des entraîneurs qui se posaient la question aussi de leur avenir après les Jeux Olympiques. Donc je pense que ça a eu une influence aussi sur l'aspect émotionnel pour les athlètes. Donc il y a eu énormément d'éléments différents à gérer et à prendre en compte pour trouver des solutions. Je pense que le stage terminal a été très porteur, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif. Et en même temps, il y avait la demande aussi de beaucoup d'athlètes de pouvoir en effet être présents sur place. Parce que je pense que c'est pas la même chose que d'appeler son psy au téléphone avec, pour certains, des fois des coupures téléphoniques. Parce que le réseau était saturé avec le nombre d'athlètes présents au village. Donc quand vous faites un entretien et vous êtes coupé 3 fois, clairement vous ne faites pas le même travail que quand vous êtes en face à face sur certains outils, que ce soit mindfulness, que ce soit l'hypnose, ou que ce soit juste un entretien prep mental ou clinique. Donc je pense qu'en effet c'est important de pouvoir préparer ça en amont. On a travaillé avant ce regroupement-là avec l'ensemble du réseau national pour aussi structurer les choses avec les collègues et avoir une vision commune, et je pense à un moment donné avoir un lieu. On avait parlé à un moment donné de la maison de la performance, qui serait un lieu avec des psychologues, les préparateurs mentaux, les coachs, les préparateurs physiques, aussi les diététiciens qui puissent être présents au même endroit, et que ce soit les intervenants qui accompagnent les athlètes au quotidien, disponibles aussi pour les entraîneurs, pour les athlètes, pour les staffs. Est-ce que Cécilia, éventuellement, tu aurais une remarque aussi en tant qu'athlète ? J'étais sans micro, donc j'étais un peu perdue. C'est vrai qu'on a eu la chance de travailler avec Anaëlle. On était en stage à Nishikatsura. Et c'est un vrai confort, en fait, pour les athlètes de pouvoir se dire on finit une séance d'assaut, une leçon, une séance de muscu, et puis boum, on a le choix d'aller se faire une séance comme ça. Et aussi, l'important pour moi, c'est de le préparer en amont. Parce que vous rentrez dans un monde où, avec le coach, les athlètes, c'est presque une relation de couple. Et le couple, en fait, il peut y avoir le coach, il peut être un peu jaloux de se dire mais tu vas où ? Tu vas parler de quoi ? Pourquoi tu parles pas à moi ? Et si c'est fait intelligemment en amont, avec son coach, qu'on prépare, qu'on dit je travaille ça avec mon préparateur mental, pour moi, c'est une des priorités. Et si on espère avoir une évolution dans la mentalité des fois des entraîneurs, ça évolue évidemment, mais il y a toujours cette crainte de se dire peut-être que là, elle me trompe en quelque sorte. C'est hyper important de le travailler, et c'est hyper important, je vois ça un peu comme une voiture, qu'on avance vraiment et que les 4 roues, elles soient vraiment dans le même sens.
Et il y a eu des équipes, pour nous, ça a très bien marché parce que le coach était à fond dans le game, quoi. Il était vraiment, je parle anglais maintenant, il était vraiment à fond avec nous. Et pour moi, c'est important. Et dans d'autres équipes, ça a moins bien marché parce que le coach, il regarde un peu de travers, mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il regarde. Et là, ça crée forcément, c'est pas forcément palpable, mais ça crée chez l'athlète une émotion de se dire, mais en fait, je suis en train de créer ma voiture, t'inquiète, fais-moi confiance. Et voilà, c'était, pour moi, si on doit refaire ce stage-là, en amont, le faire encore plus. Nous, on a eu la chance que ça se passe très très bien. Mais pour d'autres équipes, pour d'autres sports, parce que nous aussi, il y a cette particularité à l'escrime, sport indiv, sport équipe, il y a plein de particularités, mais ça se prépare vraiment, quoi. Et se dire que le carrosse, si on veut qu'il avance bien vers Paris 2024, qu'on avance ensemble, vous parlez du diététicien, du kiné, du psy, du coach. Voilà, dans la voiture, il faut avoir tous ces éléments aujourd'hui. Et chacun va le mettre suivant quelque chose. Moi, ça va être la méditation, j'adore ça. Avec son physio, avec son préparateur mental, vraiment, on bosse là-dessus. Mais ça se prépare. C'est une relation de couple, en fait. Il faut communiquer. Et ce que tu dis et qui est important, c'est cette relation de confiance vraiment qu'il faut mettre en place en amont. Et c'est pas effectivement avec un psy qui débarquerait le jour des Jeux Olympiques ou des Jeux Paras en disant bonjour, je suis le psychologue présentiel. Non, je pense que ça va au-delà. Il faut qu'il y ait un vrai travail en amont qui soit fait de confiance et évidemment en lien avec les entraîneurs pour qu'eux aussi comprennent pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on peut apporter pour la performance. Et que ce soit à la fois, j'allais dire, de la préparation mentale ou des aspects plus personnels qu'on va travailler un psychologue. Ce qu'on travaille au niveau perso avec le psy, c'est ce qui nous rend aussi plus dispo pour la perf. Donc c'est vraiment important de le voir en complémentarité et en lien toujours avec le terrain. Voilà, moi, comme on travaille pas mal avec Lise, je vais dire, nous, on s'est aperçu, puisqu'on est un binôme d'entraîneurs là sur une athlète, on s'est aperçu de nos limites aussi. On s'est aperçu qu'on avait besoin aussi d'aide pour essayer de trouver les clés pour débloquer des situations. Et c'est là, en rentrant de Rio, qu'on est allé voir Lise pour préparer Tokyo, justement. Parce que, ok, j'ai beau essayer de faire ce que je peux, hein, mais je ne suis pas une pro, quoi. Donc, on a besoin aussi de pros pour pouvoir avancer, et on avance ensemble, en fait. Donc, et là, je pense qu'on va peut-être même aller plus loin, c'est-à-dire qu'il faut aussi travailler sur préparation mentale au niveau des grands événements, quoi. Là, il y a eu un petit manque, et là, on a aussi fait notre mea culpa en disant que on n'a pas toutes les armes, quoi. Donc il faut aussi qu'on se fasse aider. Et quand les athlètes se font aider, je pense que les coachs aussi doivent se faire aider. Donc, mais c'est sûr que tout le monde ne l'accepte pas. Donc, voilà. Donc c'est aussi un travail au niveau des équipes d'entraîneurs de faire admettre aussi que on ne connaît pas tout, quoi. Et on est aussi faillible et on n'a pas toutes les clés, on n'a pas toutes les armes, et c'est bien aussi de se faire aider, quoi. Puis c'est vraiment un travail de co-construction, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que même toi tu vas m'amener aussi des éléments que j'ai pas et qui vont m'être utiles pour aider au mieux les sportifs dans le lien psy et sportif. Et je pense que c'est cette relation qui va aussi dans les deux sens, de pouvoir se faire confiance et en même temps en connaissant les limites qui sont de la confidentialité, enfin qu'en tout cas on ne va pas évidemment aller tout raconter, et ça le sportif le sait et on est très clair avec lui là-dessus, mais que c'est un vrai travail de confiance et de co-construction. Je pense que c'est vraiment aussi un des mots à retenir. Ouais, parce que quand je constate des choses qui vont pas du tout à l'entraînement et je sens que ça va pas, donc j'appelle Lise et je dis il y a un gros problème en ce moment, je ne sais pas d'où ça vient, donc c'est toi qui vas trouver la solution. Mais la solution, elle l'a trouvée, mais je ne sais pas ce qu'elles se sont dit. Je sais que ça va mieux, donc il y a eu quelque chose de débloqué, mais je ne sais pas ce que c'est, en fait. Donc, mais peu m'importe. Moi, ce qui est l'essentiel, c'est que le sportif va bien et qu'on a avancé ensemble, quoi, c'est tout. Et du coup, j'ai envie de vous poser une question à tous les trois, que ce soit point de vue entraîneur ou que ce soit point de vue athlète, ça marche. C'est à votre avis la présence d'un psy, qui soit clinicien, qui soit sur la performance pendant les Jeux, qu'est-ce que ça aurait pu apporter ? Moi, tu sais, puisque tu l'as traité au téléphone, il y a quand même des choses qui se passent au niveau de la compétition. Il peut y avoir, là, il y a eu un échec, il faut rebondir pour la compète de 2 jours après. Donc,
j'allais dire, je pense que si tu avais été sur place, j'allais dire, la gestion, elle aurait été peut-être mieux faite, parce que l'athlète, il est en binôme déjà, donc on a traité l'athlète, le binôme un peu moins, et voilà, c'était un peu... Voilà, je pense qu'en étant en direct, on peut... J'allais dire, il y a des choses qu'on traitera plus facilement et plus directement, en fait. Et on a, en plus, la Tokyo, le décalage horaire, les coupures de téléphone, enfin, c'était très, très compliqué, quoi. C'est vrai que c'est pas palpable en fait finalement l'apport que ça peut avoir sur les jeux, mais pour moi ça va jouer sur une énergie qui est finalement donc pas palpable, mais c'est quelqu'un à qui vous avez confié vos doutes, vos peurs, et vous avez une intimité finalement même avec le préparateur mental qui fait que ça vous rassure et que même une présence, une énergie, un regard, une complicité fait que voilà, ok, demain je sais ce que j'ai à faire vu qu'il y a 2 heures j'en ai parlé dans la salle et je suis capable quoi. Et c'est quelque chose qui va vous permettre de switcher plus vite, de vous remettre dans cet instant présent, de vous dire que ouais, c'est bon, j'ai réussi à décharger émotionnellement ce qui me passe dans la tête. Des fois c'est un peu farfelu, mais au moins je l'ai déchargé. Et voilà, c'est cette énergie-là, c'est vraiment pas palpable, mais il y a vraiment une connexion qui se fait où, ok, l'espace de 5 minutes, je suis rassurée. Je ne vais pas vous dire que peut-être dans 1 heure, j'aurai de nouveau peur, mais au moins l'espace de 5 minutes. Et c'est ces bulles d'air qui sont pour moi indispensables. Et puis c'est vrai que même si notre travail vise à l'autonomisation des sportifs et au fait qu'après vous ayez, entre guillemets, plus besoin de nous, c'est vrai que ça peut être aussi une présence, comme tu disais, rassurante, qui peut permettre de refaire des petits ajustements de dernière minute et dans la confiance, parce que le préparateur mental, le psychologue, a l'historique, il connaît le sportif et il a travaillé en amont. Donc, comme tu dis, c'est les petites bulles d'air. Et c'est vrai que chaque athlète est très différent aussi, et chaque entraîneur, j'imagine aussi. Il doit vraiment demander un peu, ça doit être lui qui doit être moteur de cela, parce que c'est pas quelque chose qui doit arriver, qui doit être imposé à l'athlète. Il y en a qui vont avoir besoin H24, il y en a moins, voilà, c'est vraiment à la demande de l'athlète. C'est assez fou à quel point on peut individualiser ça. Ouais. Nous, on a l'habitude, avec le staff athlétisme, de se réunir. On se réunit tous les soirs, après la compétition, et on invite le staff médical. Alors, comme on n'a pas notre préparateur mental avec nous, donc les kinés sont, j'allais dire, on décharge pas mal sur eux. Hein. Donc, nous, on prend cette habitude-là de se réunir tous les soirs, même si la compétition a duré longtemps, peu importe, on se réunit et on fait un point sur chaque athlète. Et on les met en vert, en orange ou en rouge. On met des petits bonhommes comme ça. Et parfois, nous, coachs, on ne voit pas en fait qu'il est en orange ou en rouge. C'est les kinés qui nous apportent des précisions parfois sur des choses qui ont été dites pendant le massage, quoi. Et là, je pense que voilà, c'est votre présence, je pense qu'elle est indispensable pour nous. Peut-être que nos petits bonhommes, ils seront peut-être toujours verts, du coup. J'ai quand même une question, pardon, mais peut-être vous n'aurez pas la réponse, mais qui doit être moteur de ça? Parce que, ok, s'il y a des athlètes qui sont demandeurs parfaits, s'il y a des coachs qui ont ce besoin-là, mais des fois, ça n'existe pas. L'athlète, il ne connaît pas, il ne va pas demander. Le coach, il n'est pas forcément chaud pour faire les techniques de Véronique. Tout à l'heure qu'on a parlé ce matin avec le Canada, c'est le water polo, c'était incroyable de se dire, allez, on va danser, on va taper sur les murs et ça va nous permettre d'être plus forts. C'est rare d'avoir des gens qui ont cette démarche intellectuelle-là et de se dire, je crois en ça. Quels sont les leviers qu'on doit faire? Parce que là, finalement, on est à 3 ans d'un événement majeur. Est-ce que c'est le préparateur mental qui doit insister, quitte à être, je ne suis pas sûre non plus, quitte à être un peu lourd et à faire peur, je ne suis pas sûre non plus. Tous les athlètes ne seront pas demandeurs, tous les coachs n'auront pas cette ouverture d'esprit. Je pense que c'est une question de rencontre aussi. Enfin, je ne sais pas si ça va vous parler, mais une rencontre entre effectivement l'entraîneur, les sportifs, le préparateur mental ou le psychologue, qui va faire qu'à un moment donné, ils vont avoir envie, en tout cas, d'initier quelque chose ensemble. Peut-être de façon différente au départ, mais en tout cas, qu'il va y avoir un élan ou une énergie commune. Effectivement, on ne peut pas imposer ça à tout le monde, on ne peut pas aller à l'encontre si quelqu'un ne le souhaite pas. Après, on peut sensibiliser, on peut expliquer ce qu'on peut apporter, toujours dans un sens de performance, et qu'on n'est pas là pour entraver, évidemment, le travail de l'entraîneur, et qu'on va venir plus en complémentarité. Et, je sais pas, Anaëlle, comment tu le vois, mais... Je réfléchis en même temps que vous parlez, et du coup, je suis en train de me dire qu'il y a eu une évolution aussi entre, on va dire, Londres et maintenant, où il y a de plus en plus de demandes de la part des athlètes. En tout cas, moi, j'ai l'impression que la préparation mentale, l'accompagnement psy est de plus en plus démocratisé, entre guillemets. En tout cas, en France, c'est plus OK de partager là-dessus.
Il y a de plus en plus d'entraîneurs qui sont aussi OK pour travailler sur eux. Et pour moi, ça a été vraiment un switch là sur la dernière Olympiade. Il y a eu la volonté, en tout cas ça a été explicité de votre part, qu'il puisse y avoir la présence d'intervenants de la dimension mentale pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. Après, je pense qu'il y a aussi une prise de conscience maintenant au-dessus, c'est-à-dire qu'à nous de continuer à expliquer ce que c'est, comme tu disais, à rendre peut-être plus préhensible ce que c'est qu'un accompagnement, les bénéfices, les points de vigilance. Enfin voilà, c'est une boîte noire entre guillemets, donc c'est à nous de rendre préhensibles ces éléments-là. Et qu'après, ça peut se jouer aussi à un moment donné au-dessus, que ce soit au niveau des fédérations qui peuvent se positionner, peut-être au niveau des organisations, parce que c'est en train de monter, entre guillemets, de la base. Donc la base, pour moi, c'est nous, c'est les athlètes, c'est les entraîneurs, et la prise de conscience, elle est aussi au-dessus. Et d'ailleurs, bien souvent, les accréditations et les budgets qui vont avec viennent souvent de là-haut. Donc il faut arriver... je ne sais pas, j'allais dire à les convaincre, mais c'est même pas le fait de les convaincre, c'est en tout cas montrer que ça a autant de sens que d'amener un kiné, un médecin, et que ça fait partie du travail intégrante, et toujours évidemment dans ce but de performance. Je sais que nous, au niveau de la commission athlétisme au sein de la fédération, nous, je pense qu'on va bouger, nous. Donc parce que notre budget, il est propre au niveau de la commission handisport. On a un budget, nous, athlétisme handisport. Donc c'est à nous de bouger et de dire, nous, on a besoin d'un préparateur mental et on fera appel à ça. Sauf qu'on a parfois des freins de nos collègues médicaux, quoi. Donc voilà. Mais si ça vient aussi, parce que les athlètes sont demandeurs, et on s'est aperçu, nous, on avait quoi, 17 athlètes, 17 athlètes, les athlétismes, ils avaient, allez, je pense qu'il y a plus de la moitié qui ont un préparateur mental. Et en fait, ils avaient des liens téléphoniques. Bon, là, c'est tel jour, c'est telle heure. Voilà. Donc, si on en a un au niveau de notre commission qui travaille en adéquation avec les autres, ça, je pense que ça peut faire évoluer aussi les choses, quoi. Donc, en tout cas, nous, on va œuvrer pour ça. Ce qui est difficile aussi finalement dans votre métier, c'est que c'est difficile de mesurer les progrès au sein d'une équipe. Parce que si je fais de la musculation, que le lundi je soulève 100 kg, le mercredi j'en soulève 120, bah, le coach il voit une évolution, il se dit bon bah, c'est chouette, elle travaille dans le bon sens. Et vous, c'est pas du tout palpable. Est-ce qu'il y a des outils de mesure? Parce que nous, par exemple, la semaine avant de partir à Tokyo, on a eu une réunion avec le groupe et Anaël. Et là, on rentre dans l'intimité totale, mais notre coach s'est lâché. Et c'était une des premières fois de ma vie que je voyais mon coach se lâcher. Émotionnellement, il s'est aussi lâché. Et c'est pas soulever 120 kilos, mais c'est juste de le voir se lâcher. Je me suis dit, eh ben, dans 10 jours, je serai sur la piste et j'aurai encore plus envie de me battre pour lui. Ça se joue sur des émotions, finalement. Donc, c'est quelque chose qui se passe au fond de vos tripes. Et juste, vous vous dites, bah, quand vous avez le sabre en main, bah, vous sentez quelque chose d'émotionnel qui est très puissant, mais ça ne se mesure pas. C'est-à-dire qu'on a fermé cette porte où j'en garde un souvenir incroyable, mais personne ne sait que la performance, elle s'est aussi créée dans cette salle de chambre d'hôtel. Comment est-ce qu'on mesure ça, quoi? Justement, est-ce que c'est mesurable? C'est une vraie question. Mais en tout cas, on peut voir au quotidien peut-être des ouvertures, des changements de comportement, ne serait-ce que de communication aussi, entre sportifs, entraîneurs. Enfin, Sylvie, tu as l'air... Enfin, oui, parce que nous, on a une athlète très particulière. J'ai dire, quand elle va pas bien, elle fait la tête. Donc, mais elle fait la tête à tout le monde. Donc, quand je dis faire la tête, c'est pénible. Hein. Et du coup, je l'envoie... Voilà, et elle revient, elle est souriante, elle dit bonjour à tout le monde, voilà. Mais alors, ça, c'est vraiment le cas extrême. Mais quand c'est des petites choses qui la perturbent pour la performance, après, je la connais aussi par cœur, je veux dire. Mais je le sens que ça bloque. Donc, je sais qu'elle a besoin de lâcher quelque chose. Donc, elle le lâche là-bas. Je ne sais pas ce qu'elle a lâché, mais peu importe. Moi, sur le terrain, je vois que ça va mieux. Elle est libérée. En plus, nous, les athlètes handisport, on le voit, j'ai dire, plus. Enfin, nous, surtout là, c'est une infirme moteur cérébrale. Donc, j'ai dire, il y a des facteurs. Tu sens qu'elle a plus d'amplitude, elle est plus relâchée. Donc, nous, ça se voit, en fait. Physiquement, ça se voit. Après, j'avais envie de rebondir sur un élément parce que ça a été quelque chose qui m'a surpris positivement quand j'ai accompagné certains des athlètes de ton groupe.
donc athlète non-voyant, et en fait le lien avec le guide, qui est un lien qui est hyper important, qui est extrêmement fort, que ce soit d'un point de vue émotionnel, relationnel, mais aussi sur la performance. Et du coup, à ce moment-là, j'avais travaillé avec l'ensemble des guides, entraîneurs, et puis aussi, il y a d'autres personnes qui gravitent autour. Donc, ils étaient 6 autour de l'athlète. Et donc, du coup, voilà, quelle est la vision, quel est le rêve commun par rapport à un projet. Donc, il y avait 2 médailles qui étaient visées, donc il y en a eu une, mais pas la deuxième. Donc, quelle est la vision commune, quel est le rêve commun, quels sont les objectifs, quels sont les rôles de chacun. Et du coup, ça, c'est quelque chose aussi qui est spécifique, parce qu'en athlé, c'est un sport qui est individuel, et là, c'est clairement un travail d'équipe avec l'ensemble des guides, l'ensemble du staff, et un ingrédient, entre guillemets, peut modifier l'ensemble de la dynamique. Alors là, je vais dire, toi, tu n'as pas eu un boulot facile, parce que dans cette équipe-là, justement, c'était justement à trouver le lien entre tout le monde. Et le lien de cette équipe-là a été très difficile à construire. Je pense qu'ils sont en bonne voie, mais c'est pas encore gagné. Mais je pense que tout le monde ne tirait pas la ficelle du même côté. Et donc, je pense que tu as fait un boulot énorme là-dessus, parce que c'était compliqué déjà avec le coach, parce que cet athlète avait deux guides, mais voilà, ça formait pas une famille, quoi. Et le travail fait, c'est vrai que sur des épreuves comme ça, si t'es pas en adéquation tous ensemble, c'est très très compliqué, quoi. Là, il y a eu 2 épreuves, là il y a eu un échec malheureusement, mais en fait, ce pauvre athlète, en fait, il doit former 2 couples, lui. Et former 2 couples, c'est assez compliqué. Et quand il y a eu l'échec, l'autre guide qui a pris le relais, puisque c'était son épreuve qui arrivait, ça a été staff, ça a été très compliqué à gérer le guide qui a été en échec. Parce que manifestement, le pauvre, il a tout pris, quoi. Et l'autre guide, il fallait aussi rassurer l'athlète et pouvoir tirer l'athlète vers le haut. Et là, j'avoue que le pauvre guide en échec, il s'est isolé tout seul. Enfin, il s'est isolé. Il n'était plus du tout dans l'équipe avec nous. Il n'était plus du tout là. On l'a pas vu pendant 2 jours. Et ça a été compliqué à gérer derrière, quoi. Mais c'est vrai que là, de travailler comme ça, en plus, là, 2 guides, parfois il en a 3, pour faire le lien entre tout le monde. En plus, il y a un coach, il y a quelqu'un qui gère les guides. Voilà, c'est une drôle de famille, quoi. Et je pense, du coup, pour répondre à ta question, que la synergie, en tout cas l'efficacité, on le retrouve à la fois sur l'aspect physique, ne serait-ce que sur la course, donc la coordination qu'ils peuvent avoir, mais aussi sur la cohésion d'équipe qui peut ressortir. Et en effet, là, sur le challenge, au final, c'était une disqualification qui a généré un vécu d'échec. Et donc, c'était en effet comment remobiliser à la fois le guide et à la fois l'athlète pour l'épreuve qui arrivait par la suite. Ouais, en plus, la disqualification, c'est une faute du guide. Donc, voilà, donc ça a été encore plus vécu comme un échec de sa part, quoi. Et voilà, après, il y a toujours des gens bienveillants, hein, qui font bien comprendre que c'est de sa faute, quoi. Donc voilà. Donc quand je dis qu'il faut qu'on soit accompagné, je vais dire tout le monde doit être accompagné, hein, parce que le pauvre, il en a pris un peu plein la tête, quoi. Uri, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Non, j'écoute. Il est nouveau dans le monde handisport. Non, mais chaque sport chaque sport a sa spécificité. Et voilà. Et chez moi, les athlètes sont extrêmement singuliers. J'en ai très peu. Donc on a un lien d'intimité très, très fort, puisque pendant les 4 années d'une Olympiade, on sillonne le monde, on est très peu, on est 2, 3, donc on se connaît très très bien. Mais ce qui se passe, c'est que, encore une fois, en étant à l'INSEP, on ne peut pas faire l'économie de toutes ces personnes ressources qui peuvent apporter, et au niveau individuel et au niveau de la performance, des renforcements et
et des ressentis forts qui vont contribuer à mieux perfer, c'est évident. Moi, j'ai envie j'écoute et je pense à un proverbe africain qui dit que pour élever un enfant, il faut un village entier. Voilà, c'est cet état d'esprit où chacun a un rôle important et il faut que chacun ait sa place pour pouvoir apporter sa valeur ajoutée. Après, voilà, moi, c'est un sport très particulier, c'est un sport de combat para. Donc il faut, et ceux qui se hissent aux avant-postes pour pouvoir défendre les couleurs au jeu, c'est forcément des gens qui ont des très fortes personnalités, qui sont très très maîtres de leur discipline. Donc on est déjà sur un niveau qui n'est pas comparable avec des athlètes qui vont démarrer leur carrière ou démarrer l'Olympiade avec moins d'outils. Mais la connaissance fine des athlètes et les relations dyadiques entre l'entraîneur et les athlètes fait que moi je suis à l'écoute. S'il y a un besoin qui est exprimé, je fais autant exactement comme un besoin de kiné ou un besoin de diététique ou un besoin de préparation physique particulier. S'il y a un besoin aussi de préparation mentale, on se penche sur cet aspect-là et on intègre autant que faire se peut. Bon, pour les Jeux, c'était très compliqué dans la mesure où on savait que tu ne serais pas là et que non seulement tu ne serais pas là, mais les partenaires d'entraînement ne seraient pas là non plus. Donc on s'est retrouvé vraiment dans une situation de peau de chagrin où il fallait vraiment être très autonome physiquement et mentalement. Donc avec ça, on est parti avec cette stratégie d'essayer de s'autosuffire parce que de toute façon, on n'aurait pas de secours une fois arrivé au village. Voilà, donc ça fait partie des contraintes, ça fait partie des forces qu'il faut arriver à dompter avant l'enjeu, comme quand on nous annonce qu'on aura un médecin ou pas de médecin, on aura un kiné qui nous sera entre guillemets prêté, ou voilà, alors qu'on a l'habitude d'être manipulé par le kiné de l'INSEP quasiment au quotidien, et là on va devoir voilà, bon, ça fait partie si on est athlète de haut niveau, on doit aussi être doté d'agilité et d'adaptabilité, et ça c'est aussi ce qui caractérise l'athlète performant. Mais c'est vrai qu'il y a en amont, encore une fois, par petites touches, il y a un besoin d'aller chercher des choses que on ne peut pas que travailler sur le tapis. Il faut pouvoir s'externaliser et se poser des questions et se positionner de manière différente pour pouvoir faire émerger d'autres choses. Et ce non quantifiable, cette chose qui est difficilement peut-être exprimable, elle peut faire la différence. Donc pourquoi en faire l'économie? Donc bien sûr. Et en revenant de Tokyo, une de mes premières réflexions, c'est d'avoir sollicité Lise, puisqu'on travaille ensemble, sur un aspect très particulier de la performance, mais qui finalement va révéler d'autres choses dans l'état d'esprit, dans la psyché d'un de mes athlètes ultra performants, mais qui a aujourd'hui besoin d'une dimension supplémentaire. Ok, bien sûr. Voilà. Merci. Peut-être que oui, dans la salle. Alors bonjour, enfin bonsoir. Du coup, moi je m'appelle Valentin, je suis étudiant en management des organisations sportives. Je suis ici en tant que curieux de la préparation mentale. Je ne suis pas un professionnel du tout. Mais du coup, j'avais deux remarques, peut-être qu'elles seront bêtes, mais j'espère qu'elles nous feront avancer. Ma première, c'était tout à l'heure, vous avez parlé de choix quand il s'agissait de préparation mentale. Pourquoi est-ce que quand il s'agit de préparation mentale, on parle de choix, alors que quand un athlète est blessé, le passage par la case kiné est obligatoire avant de reprendre la compétition? Ça, c'était ma première remarque. Et la seconde, je vais peut-être me faire l'avocat du diable, parce qu'ici, il y a beaucoup d'intervenants venant du mouvement sportif. Et je parlais un petit peu de l'ANS. Et est-ce que la privatisation du sport français, si c'est cela vers quoi on se dirige,
ne serait pas bénéfique à la préparation mentale. Alors je m'explique. Dans le monde de l'entreprise, le coaching et la préparation mentale est primordial. La santé au travail par la QVT est primordiale et obligatoire pour les entreprises. Est-ce que c'est pas transposable dans le milieu sportif, là où la QVT du coup correspondrait à tout ce qui concerne la préparation mentale? Merci. Pour les choix, peut-être que je peux répondre, c'est important aussi le libre arbitre. Tu peux pas imposer à un athlète de lui dire va à ton rendez-vous s'il en a pas envie, s'il n'est pas acteur de cette motivation-là, c'est compliqué. Quand il est blessé, bah forcément il est obligé d'aller faire un kiné, mais lui aussi il aura des choix à faire. Est-ce que je vais faire mon kiné? Comment je vais le faire? Avec qui? Et je crois profondément au libre arbitre. Avec ma petite expérience, je me suis bien rendu compte qu'il y avait des athlètes qui adoraient faire des trucs et des trucs que moi je détestais, et inversement. Donc je crois fondamentalement en ça, et la préparation mentale, ça en fait partie. Il y a tellement de techniques, la respiration, la visualisation, la méditation, enfin tout ça vous connaissez, que voilà, chacun doit trouver un petit peu son dada. Les coachs orientent aussi un peu quand ils se trouvent un peu démunis. Voilà, on peut orienter aussi en disant voilà, moi j'ai pas toutes les armes, est-ce que tu veux bien aussi te faire accompagner? Donc après c'est oui ou c'est non, donc mais voilà, on peut aussi nous influer là-dessus, quoi. D'ailleurs, souvent, quand je reçois vos sportifs, vous venez avec eux, parce qu'il y a ce lien qui est fait sur le premier rendez-vous, de façon à ce qu'à la fois eux puissent, j'allais dire, m'introduire l'athlète, ou en tout cas me le présenter, et que moi je puisse me présenter aussi au coach. Donc ça, c'est vraiment important qu'il y ait ce premier rendez-vous, je trouve, en tout cas à deux dans certains cas. Et surtout que l'athlète puisse se sentir intégré et non culpabilisé ou non coupable de Oui, c'est tromper, ok, quoi, entre guillemets, de tromper voilà, c'est en transparence, et c'est au contraire. Et en fait, on marche vers le même but, hein, donc on est là pour la perf, ok, mais il y a des choses à déblayer et on y va ensemble, et voilà, et chacun son travail après, mais le sens est commun en tout cas. Par rapport à la première question, en tout cas... Pour l'ANS, j'allais dire, depuis qu'ils sont avec nous, partenaires, j'allais dire, il y a beaucoup de choses qui bougent. Donc, j'espère que ça va bouger encore. Voilà. Mais c'est vrai que depuis qu'ils sont là, ça fait bouger les mentalités de partout, quoi. Donc, nos fédés, tout le monde a peur de l'ANS, d'ailleurs. Donc, voilà. Et donc, ça bouge, et tout le monde essaie de faire évoluer les choses. Et j'espère en bien, quoi. En tout cas, nous, depuis qu'ils sont là, on a bien évolué, quoi. Oui, juste une question. Vous avez partagé votre constat, votre expérience par rapport à Tokyo. Et donc, je ne sais pas jusqu'à quel niveau a été partagé pas ce diagnostic, hein, mais cette expérience qui est relativement mitigée sur la place de chacun, que vous auriez pu avoir et qui n'a pas pu être. Est-ce que Anaëlle ou Lise, vous sentez les choses bouger, non pas par rapport à Paris, là ce sera encore un autre contexte, mais par rapport simplement aux Jeux d'hiver qui arrivent et qui sont assez proches? C'est une bonne question, Olivier. C'est en train de bouger. Il y a justement, avec le CNO, il y a des demandes qui commencent à arriver pour qu'il y ait éventuellement des psys qui soient présents sur les Jeux d'hiver. Donc ça, je pense que c'est une très bonne chose, et du coup c'est une prise de conscience aussi au niveau supérieur, entre guillemets, qu'il y a une nécessité à avoir des intervenants de la dimension mentale pendant les JO. Après, je pense que ce sera aussi de travailler sur la demande pour pouvoir le faire de manière, on va dire, longitudinale, donc pas être en mode pompier au dernier moment à aider des athlètes qu'on n'a jamais vus. Je caricature, mais c'est aussi vrai, je trouve, et de pouvoir vraiment travailler en amont avec les athlètes, rencontrer les staffs, rencontrer les entraîneurs, travailler avec le médical, pour aussi, j'ai envie de dire, être identifié, avoir des éléments sur l'ensemble des athlètes qui sont déjà accompagnés avec leurs besoins et les fameux points de vigilance, et du coup pouvoir mieux intervenir pendant les Jeux et se coordonner aussi avec les autres psys qui seront sur place. Et pas en tant que pansement, justement, comme tu le dis très bien. Bonsoir, Jean-François Houdaillé, je suis préparateur mental et sophrologue.
Je partage complètement votre constat, parce que dans mon quotidien, moi, je le rencontre tous les jours, même avec du très très haut niveau, que ce soit dans le sport collectif ou dans les sports individuels. Il y a de nombreuses équipes de très 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 haut niveau qui ne font pas du tout appel à cette dimension psychologique. Ou alors ils font appel à nous quand c'est vraiment le pansement, la grande difficulté. Donc je pense que si on veut essayer de parler d'avenir et d'essayer de trouver des solutions, faut essayer de comprendre pourquoi on réfléchit de cette manière-là. Et à votre avis, j'ai un petit avis personnel, mais j'aimerais bien le partager avec vous, à votre avis, quelles sont les raisons qui font qu'en France, aujourd'hui, on en est à ce niveau, au niveau de la préparation mentale, au niveau de l'approche psychologique dans le sport? Alors déjà, il y a quand même quelque chose qui est positif, parce qu'on va aussi parler des choses positives. Je reparle à nouveau du bilan psychologique qui a été mis en place dans le suivi médical réglementaire. Il a cet avantage que, a priori, la majorité des sportifs, en tout cas à l'INSEP, passe par la case psy, et ça permet de faire ce premier lien, et nous aussi de leur transmettre finalement ce à quoi on sert, en tout cas pourquoi on peut les aider. Donc après, c'est long, c'est sûr, je suis complètement d'accord, mais je trouve que ça s'accélère quand même depuis plusieurs années. Les sportifs, vous le disiez tous, viennent plus spontanément et ont compris qu'en fait, c'était pas forcément parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais parce qu'ils voulaient aussi progresser dans certains domaines. Donc ça, cette notion-là, elle est importante. On peut aller voir le psychologue parce qu'on va pas bien, mais on peut aussi y aller parce qu'on a envie d'avancer, d'être encore mieux sur certains aspects. Donc ça me fait penser à la notion de qualité de vie au travail aussi. Voilà, on a envie d'être mieux pour être plus performant. Donc je pense que cette notion-là, elle nous aide aussi beaucoup à développer ça. Je sais pas, Naël, comment tu... Je pense qu'on a aussi un bagage psychanalytique très fort en France qui a laissé aussi, entre guillemets, certaines traces. Mais quand je dis traces, c'est pas forcément négatif, mais voilà, il y a cette culture-là et qu'on commence de plus en plus à être, on va dire, orienté solution dans nos pratiques. Du coup, la manière dont on communique en tant qu'intervenant permet aussi de rendre plus appréhendable cette dimension-là. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important d'être préhensible. Les athlètes en parlent de plus en plus. Ils en parlent aussi plus aux coachs. Du coup, les coachs, et là, je trouve ça super que vous puissiez être présents, vont aussi être intéressés, vont commencer à poser des questions, vont commencer à se faire accompagner. Et donc, du coup, cet effet boule de neige fait que c'est clairement en train de s'ouvrir. Et je pense que ça va être de plus en plus positif dans les années à venir. Et je pense que Paris 2024 sera aussi clairement une ouverture pour la suite. Merci pour votre intervention. Alors moi, je vais avoir aussi un discours assez positif et optimiste. Le bilan psychologique qui avait été mis en place par un décret ministériel il y a très longtemps, il y a plus de 15 ans maintenant, puisque moi j'interviens depuis plus de 15 ans dans le milieu du sport. Je suis psychologue clinicienne et psychologue du sport. Donc le bilan psychologique, il a déjà un historique et on a du recul dessus. En fait, depuis maintenant un peu plus d'un an et demi, je travaille avec la Fédération française de rugby et on essaie de mettre en place justement un accompagnement spécifique aux athlètes de la fédération. Et je voulais juste partager avec vous en fait comment on travaille. Alors je pense que déjà il y a une volonté qui doit venir des fédérations. Ça c'est la première chose. Il faut que ça vienne de là-haut. Pour pouvoir se donner les moyens humains et financiers pour mettre en place les choses. Et on a la chance d'avoir en fait des sportifs et sportives salariés de la fédération à qui on a proposé une évaluation psychologique clinique en fait. Et de cette évaluation psychologique clinique, pour ceux qui avaient des difficultés, un suivi. Soit un suivi en psychologie, clinique pour ceux qui ont des difficultés du côté de la psychopatho, soit un suivi en fait en prépa mentale en distinguant en fait les deux interventions avec un psychologue qui est du côté du pôle médical et un psychologue prépa mentale qui est du côté du pôle performance.
Et l'intuition que j'avais, parce que ça fait 15 ans que j'interviens dans ce milieu-là, c'est confirmé en fait à travers ces évaluations psychologiques. C'est qu'aujourd'hui, on a des athlètes qui assument complètement leurs états émotionnels, qui osent dire les choses et osent faire appel en fait aux ressources quand ils disposent de ces ressources. Donc c'est aussi important qu'à un moment donné, les fédérations puissent se réveiller et accepter qu'on a une évolution sociétale et une évolution aussi comportementale et émotionnelle des individus. La Covid a amplifié les choses, puisqu'on a beaucoup parlé justement de cet aspect-là à travers les médias. Mais bien avant, les sportifs l'assumaient déjà, mais ne l'exprimaient pas forcément parce qu'il n'y avait pas la place, il n'y avait pas l'espace. Donc je pense qu'on peut être optimiste en effet pour la suite. Et peut-être faire appel chacun dans nos milieux professionnels aux instances des fédés, parce que sans eux, les choses se mettront en effet difficilement en place. Voilà. Je me permets de rebondir et merci pour ton témoignage. En effet, on l'a vu aussi avec Olivier, donc, qui est pilote avec moi sur le réseau national, le fait qu'à la fois ça se structure sur le réseau INSEP, Grand INSEP, et aussi que les fédérations commencent aussi à prendre en charge cette dimension-là. Au canoë-kayak, c'est pareil, ils commencent à avoir une cellule de performance et je pense que c'est très important et ça va permettre en effet de pouvoir rendre l'accompagnement psychologique et l'accompagnement à la performance plus facile, on va dire, aux athlètes et aux entraîneurs. Et je pense quand même que notre travail à venir, il va être auprès des entraîneurs de mieux les accompagner, de mieux les sensibiliser, de leur donner un maximum d'outils pour qu'eux-mêmes puissent diffuser auprès des collectifs. Merci. Est-ce qu'il y a encore une question? Non, c'est bon pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci à vous. Merci.